Alors, toutes nos excuses, le secrétaire général est toujours en réunion et nous venons de recevoir le message selon lequel cette réunion risque de se prolonger. Il nous propose de commencer la réunion sans lui. Il viendra faire son discours d'ouverture dès qu'il le pourra. Je vais donc faire l'introduction de notre réunion. Nous allons un petit peu modifier l'ordre du jour de notre réunion. Nous allons passer à la vidéo après mon intervention d'ouverture et nous espérons qu'après l'allocution de bienvenue, le secrétaire général pourra nous rejoindre. Donc après la diffusion de la diffusion. Alors, rebonjour à toutes et à tous. Peut-être des nouveaux venus et nouvelles venues nous ont rejoints. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence consacrée aux dimensions cachées de la pauvreté. Une conférence que l'OCDE est très heureuse d'accueillir aujourd'hui dans son centre de conférence. Pendant cette journée, nous entendrons des présentations et nous aurons des échanges sur les principales conclusions de projets de recherche international d'ATD Carmonde et de l'Université d'Oxford. D'ailleurs, quand Xavier Gaudinot, qui est assis à ma gauche, représentant d'ATD Carmonde, est venu me voir, je crois que c'était en 2015, il m'a demandé si je souhaiterais collaborer avec l'organisation sur ce projet intitulé « S'attaquer aux dimensions cachées de la pauvreté » et la mesure des dimensions cachées de la pauvreté. À cette époque, je me disais que sa proposition rejoignait sur beaucoup de points les travaux que nous conduisons ici à l'OCDE depuis 2011 sur la mesure du bien-être. Dans nos travaux de recherche sur la mesure du bien-être, nous a permis de développer un cadre ici à l'OCDE, un cadre qui met l'être humain au centre, l'individu au centre de nos objectifs d'action publique. Nous ne parlons donc pas de croissance économique, nous ne parlons pas non plus d'amélioration de l'activité économique, nous parlons d'améliorer les conditions de vie des personnes. Autre aspect intéressant, dès le début, les travaux qui étaient envisagés visaient à insérer l'aspect multidimensionnel dans l'activité de mesure du phénomène de pauvreté. Et encore une fois, ça rejoint beaucoup la façon dont l'OCDE traite le bien-être au-delà des conditions matérielles, en se penchant sur les questions de qualité de vie, qui sont vraiment proches des préoccupations des personnes. Troisièmement, comme nous avons recommandé nous-mêmes, et d'ailleurs ça a fait l'objet du rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi, certains membres de la commission qui ont participé à la rédaction de ce rapport, notamment François Bourguignon, certains membres donc sont avec nous aujourd'hui. Donc dans ce rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi, on trouvait une recommandation d'inclure dans notre cadre la mesure du bien-être subjectif. Parce qu'en définitive, qui peut dire à quoi ressemble la vie des gens si on ne pose pas la question aux gens eux-mêmes? Ce sont eux qui sont les mieux placés pour nous parler de leurs conditions et de leur expérience de vie. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a interpellée dans le projet que Xavier nous a présenté. Enfin, notre cadre sur la mesure du bien-être ici à l'OCDE met l'accent sur les inégalités et sur les privations. Puisqu'on examine la performance en termes de bien-être dans différentes catégories de la population en ne laissant personne de côté, car comme vous le savez, c'est l'objectif des objectifs de développement durable adoptés par tous les pays des Nations Unies. Donc, l'objectif est de s'intéresser à toutes les catégories de la population, notamment la catégorie des personnes qui vivent dans le plus grand dénuement. C'était aussi une volonté que nous avions dans notre propre cadre de recherche. Mais la proposition de Xavier m'a aussi intéressée car la méthodologie était tout à fait innovante. Cette méthodologie de croisement des savoirs. Bienvenue, Monsieur le secrétaire général. Alors, nous
entendrons plus de précisions sur cette méthodologie pendant le cours de la journée. Et enfin, ce qui m'intéressait aussi, c'était de mettre en regard les résultats de ce projet de recherche internationale qui vous seront présentés avec ce que nous, statisticiens, économistes, nous faisons depuis de si nombreuses années sur la mesure de la pauvreté. Est-ce qu'il faut qu'on change de perspective? Est-ce qu'il faut qu'on change de regard? Et c'est pourquoi j'ai accepté de devenir membre du comité d'évaluation scientifique de ce projet qui a été lancé en septembre 2015 avec François Bourguignon, qui est professeur économique à la Paris School of Economists, Gaël Giraud, économiste en chef à l'Agence française de développement, Grace Bentebia-Kyomohendou, professeur à l'École des femmes et des Gender Studies à l'Université de Makerere à Ouganda, et Idriss Michael, professeur à l'Université de Louvain en Belgique. Tous les membres du comité d'évaluation scientifique qui sont avec nous aujourd'hui, merci beaucoup de votre présence. D'autres membres du comité d'évaluation scientifique, Sabina Arkayer notamment, de l'initiative Pauvreté et Développement Humain d'Oxford, Paul Hinckley de la DFID, Francesca Perucci de la Division statistique des Nations Unies, Magdalena Sepulveda de l'Institut de recherche pour le développement social des Nations Unies à Mexico et Christopher Winship de l'Université de Harvard. Malheureusement, ces membres restants du comité d'évaluation scientifique n'ont pas pu participer à notre réunion aujourd'hui. Je souhaite la bienvenue aux membres de l'équipe de coordination de ce projet de recherche international, Robert Walker et Rachel de l'Université d'Oxford, sans oublier bien sûr Xavier Godino et Marianne Delatte d'ATD Carmonde, avec lesquels mes collègues et moi-même avons été en contact très étroit dans les réunions précédentes et ainsi que dans les réunions préparatoires de la journée d'aujourd'hui. Je souhaite la bienvenue tout particulièrement aux membres des 6 équipes de recherche nationales du Bangladesh, de Bolivie, de France, de Tanzanie, du Royaume-Uni et des États-Unis. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Nous vous sommes très reconnaissants d'avoir fait le déplacement. Parce que je dois reconnaître que les membres de ces équipes de recherche ont été dévoués en temps, en engagement, en mobilisation. Et c'est grâce à eux que ce projet a pu aboutir et que ce projet a pu donner les résultats que nous allons voir aujourd'hui. Je vais présider la première partie de cette conférence ce matin avant de passer le témoin de la présidence à mon collègue Mario Pettini, qui est directeur du Centre de développement de l'OCDE, et ensuite Monica Kaiser, qui est conseillère senior à la direction de l'OCDE Emploi, Travail et Affaires sociales. Et je vous retrouverai à 17h pour la restitution en plénière des discussions, des sessions parallèles qui auront lieu cet après-midi. Alors, nous avons le privilège d'accueillir Monsieur le secrétaire général de l'OCDE. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Monsieur le secrétaire général. Je vous donne la parole pour votre allocution d'ouverture. Merci beaucoup, Martine. Chers amis, Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence sur les dimensions cachées de la pauvreté, accueillie par le Centre pour les opportunités et l'égalité. Je souhaite également la bienvenue très chaleureuse aux équipes de recherche d'ATD Carmonde, de l'Université d'Oxford, ainsi qu'un grand nombre d'expertes et d'experts dans le domaine de la mesure de la pauvreté et de l'action publique qui vont présenter les principales conclusions de ce projet de recherche d'une durée de 3 ans sur les dimensions cachées de la pauvreté. Et j'aimerais ici féliciter Martine et son équipe pour leur participation à ce projet et pour leur contribution essentielle à ce projet.
Comprendre et traiter la pauvreté et les inégalités, c'est une priorité essentielle pour l'OCDE. Nous savons que les inégalités et les privations pèsent lourd dans la vie d'aujourd'hui et sont loin d'être éradiquées totalement, même dans les pays les plus riches du monde. Aujourd'hui, le revenu moyen des 10% les plus riches dans l'OCDE est 10 fois supérieur au revenu moyen des 10% les plus pauvres. 10 fois supérieur. Donc les 10% les plus riches ont des revenus 10 fois supérieurs aux 10% les plus pauvres. Ça semble assez facile à comprendre, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une génération, 25 ans, ce facteur était de 7. Aujourd'hui, c'est un facteur de 10. Et l'augmentation de ce facteur s'est allée dans le mauvais sens. C'est une augmentation de 40% alors qu'on aurait dû voir une réduction de ce facteur. C'est pourquoi ce chiffre, il est très grave, il est très inquiétant, il est très effrayant. Dans l'OCDE, la pauvreté en revenus mesurée en termes relatifs, c'est-à-dire en prenant pour seuil la moitié du revenu médian dans chaque pays. Donc, vous avez le revenu médian, vous prenez la moitié du revenu médian et c'est là que vous placez le seuil de pauvreté. Parce qu'en Pologne, en Italie, aux États-Unis, en Allemagne, les niveaux absolus n'ont rien à voir. Mais donc, on va prendre le niveau médian dans chaque pays, le diviser par 2 et cela donnera le seuil de pauvreté. Eh bien, la pauvreté en revenus est passée de 10% à 12% de la population dans les pays de l'OCDE. Encore une fois, c'est une mauvaise évolution. Et si on regarde la période d'après la crise, on voit que la pauvreté a encore plus augmenté lorsqu'on regarde en termes de ce qu'on appelle la pauvreté ancrée. C'est-à-dire lorsqu'on fixe le seuil au niveau du revenu médian d'avant la crise. Ainsi, en Grèce, ce qu'on appelle la pauvreté ancrée a connu un doublement entre 2007 et 2011. Et en 2016, cette pauvreté ancrée en Grèce représentait toujours 31%. Alors que si on utilisait les mesures habituelles de la pauvreté conventionnelle, pauvreté relative, on en serait à 14%. Donc les chiffres ne nous disent pas tout. Quand vous appliquez une mesure, vous avez un chiffre de 14%. Quand vous appliquez l'autre, vous avez un chiffre beaucoup plus élevé. Alors, pour nous permettre de bien évaluer et de bien s'attaquer à l'inégalité dans toutes ses dimensions, en 2012, l'OCDE a lancé son initiative pour la croissance inclusive. Notre événement d'aujourd'hui est un pas majeur dans cette initiative. Nous avons avec nous les expertes et les experts qui comprennent mieux que d'autres la vraie signification de la pauvreté. Celles et ceux qui étudient la pauvreté et celles et ceux qui vivent la pauvreté au quotidien. En tant qu'organisation intergouvernementale, ici à l'OCDE, nous accueillons régulièrement des ministres, des hauts responsables, des expertes, des experts et trop souvent, nos travaux sur la pauvreté et nos discours sur la pauvreté leur sont adressés à eux. Et nous oublions d'écouter, d'apprendre et de porter la voix des personnes qui souffrent quotidiennement de la pauvreté. Cette conférence aujourd'hui nous donne donc la chance unique de vous écouter. Merci d'être là, merci de nous aider à nous souvenir quelles sont les questions fondamentales qu'on doit se poser. Merci de renforcer notre colonne vertébrale. Merci. Votre présence aujourd'hui nous permet d'écouter votre expérience de vie. Les personnes qui vivent dans la pauvreté peuvent mettre en avant les aspects que les experts ignorent souvent. Ils peuvent éclairer ce qu'on appelle les dimensions cachées de la pauvreté.
ces dimensions cachées, ce sont les dimensions qu'on voit difficilement, qui sont difficiles à observer. Je parle ici de la stigmatisation, des préjugés, de la discrimination dont sont victimes les personnes qui vivent dans la pauvreté. La façon dont on traite les personnes, la façon dont on les isole, la façon dont on les dépossède de leur pouvoir d'agir. Et comment ces personnes ressentent cette dépossession et cette isolation qui leur sont imposées par nous autres. Ces dimensions cachées sont les plus difficiles à appréhender avec l'outil statistique, mais les dimensions cachées de la pauvreté s'adressent aussi à des faits économiques indéniables. Par exemple, les personnes pauvres souffrent de coûts de vie plus élevés lorsque les marchandises ou les produits de moins bonne qualité et moins chers sont remplacés dans les supermarchés par des produits de meilleure qualité mais à un prix plus cher. Les personnes pauvres souffrent aussi de déplacements domicile-travail qui sont plus longs lorsque le développement urbain les repousse de plus en plus loin des limites de la ville et de leur lieu de travail, dans des quartiers où souvent la criminalité et la dégradation environnementale sont plus fortes. Les pauvres n'ont aussi pas l'accès à des services auxquels nous ne réfléchissons même plus. Des comptes bancaires gratuits, des formes de crédit traditionnels, des abonnements aux services mobiles ou une assistance juridique. Tous ces services auxquels nous avons accès et auxquels les personnes les plus pauvres n'ont pas accès. Cela leur coûte donc très cher et leurs risques sont plus élevés lorsqu'ils doivent se tourner vers des usuriers pour demander un prêt, parce que si vous n'avez pas de compte en banque, vous n'avez pas accès aux formes traditionnelles du crédit. Et les usuriers vont vous mettre la main dessus. Et vous allez devenir pratiquement leur esclave. Les marchands de sommeil, les propriétaires malveillants, vous payez plus quand vous êtes dans la pauvreté pour les produits et les services que vous n'avez pas les moyens d'acheter en gros. Nous, on peut le faire, eux ne peuvent pas. Parce que leur vie, elle s'organise au jour le jour. Pour toutes ces raisons et pour beaucoup d'autres, nous devons prêter attention à ce que nos invités vont nous dire aujourd'hui afin que nos politiques publiques puissent mieux répondre à leurs besoins. Alors, notre réunion aujourd'hui est aussi importante pour une deuxième raison. Les nouvelles recherches permettent de faire avancer la mesure de la pauvreté pour les pays, quel que soit leur degré de développement dans le monde. Pendant très longtemps, les échanges autour de la pauvreté ont été caractérisés par un fossé entre la mesure et l'analyse de la pauvreté dans les pays pauvres et dans les pays riches. Le programme d'action 2030 des Nations Unies invite tous les pays, riches et pauvres, à éradiquer la pauvreté extrême. Mais pour autant, les outils de mesure traditionnels qui servent à mesurer la pauvreté extrême, avec ce seuil d'1,9 $ par jour, nous laisserait penser que la pauvreté extrême a disparu il y a très longtemps de la plupart des pays de l'OCDE. Le problème, c'est que cette conclusion est en décalage complet avec l'expérience vécue des personnes en situation de pauvreté. Et cela reflète l'inadaptation de ces outils de mesure. Alors, pour la première fois, la recherche ATD Université d'Oxford construit une passerelle au-dessus de ce fossé dans la mesure de la pauvreté dans les pays riches et pauvres. Ainsi, ce projet de recherche a couvert des pays à différentes étapes de développement pour nous permettre de voir la pauvreté par une perspective unique. Par exemple, un des aspects qui a été identifié, c'est que les personnes qui vivent en pauvreté, quel que soit leur
pays ont au cœur de leur expérience cette souffrance dans le cœur, dans l'esprit et dans le corps. C'est dû à la peur, au désespoir, au stress et à la précarité et l'incertitude de leur situation. Chaque jour, cette précarité qui pèse. Alors pour l'avenir, nous devons aussi garder à l'esprit le fait que la pauvreté est multidimensionnelle, qu'il ne s'agit pas que de la question des revenus. Depuis 2011, nous avons défini ce qu'on appelle le bien-être par un cadre qui couvre les conditions matérielles, la qualité de vie, le patrimoine, la richesse, les compétences, la santé, la voie politique, les relations sociales et le bien-être subjectif. Nous savons par exemple que même si 12% de la population de l'OCDE est pauvre en termes économiques, 3 fois plus, donc 36% de la population, ont un patrimoine qui ne pourrait les protéger de la pauvreté que pendant 3 mois. Donc si ces personnes perdaient leur salaire, perdaient leur emploi, en 3 mois, ces personnes tomberaient dans la pauvreté. Et ça représente plus d'un tiers de la population des pays de l'OCDE. Un tiers de la population qui est très proche d'une situation de pauvreté quotidienne. En outre, la vulnérabilité touche aussi beaucoup d'autres aspects de la vie. 15% des adultes ont des compétences inférieures aux compétences de base nécessaires pour la vie quotidienne et ces personnes sont donc menacées par l'automatisation et la technologie. 10% déclarent que leur état de santé est mauvais ou très mauvais, 8% déclarent n'avoir aucun ami ou famille sur lesquels ils peuvent compter, 47% considèrent que leur gouvernement ne les écoute pas. C'est la moitié de la population. Et après, on se dit surpris des résultats électoraux dans nos pays. Mais quand on voit les chiffres, quand on voit qu'une moitié de la population se sent totalement dépossédée, se sent totalement ignorés par leurs gouvernants. À quoi ça sert de voter? À quoi ça sert de se préoccuper du Brexit ou pas? 60% des jeunes au Royaume-Uni n'a pas voté pour le référendum sur la sortie de l'Union européenne. Je pense que c'est ça qui est le plus préoccupant. Moi, je suis sûre qu'ils s'en mordent les doigts maintenant. Parce que la question était la question de leur avenir et ils ne sont pas allés voter. 60% des jeunes, si seule une petite partie était allée voter, le résultat aurait probablement été complètement différent. 26% des adultes déclarent qu'ils se sentent en insécurité dans leur quartier et 37% sont exposés à une pollution atmosphérique qui dépasse les seuils de l'OMS. La vraie difficulté lorsqu'on construit une mesure de la pauvreté unique et multidimensionnelle, c'est la possibilité de mesurer tous ces aspects d'un coup. Comment tout mesurer et traduire cela en un chiffre? Si on avait ce type de mesure, ça nous permettrait de modifier profondément le regard des décideurs politiques sur la pauvreté. Cela permettrait de prouver que la pauvreté ne devrait pas seulement être la responsabilité des ministres des affaires sociales, mais aussi des ministères des Finances, des ministères de l'Emploi, des ministères de la Santé, de l'Éducation, du Logement. C'est pourquoi nos discussions aujourd'hui sont si essentielles. Nous avons réuni délibérément aujourd'hui tous les acteurs pour parler de la nature de la pauvreté, pour dévoiler ses dimensions cachées et les défis que ceux-ci soulèvent dans les domaines de la mesure, de l'élaboration des politiques publiques et de l'action. À l'OCDE, nous allons travailler dur pour développer des mesures supplémentaires qui reflètent les dimensions les plus difficiles à observer de la pauvreté, telles que la dépossession et la stigmatisation,
afin de promouvoir la normalisation des enquêtes sociales et des enquêtes auprès des ménages, qui sont les outils nécessaires pour bâtir ces mesures complètes de la pauvreté. Mesdames et messieurs, une citation d'Amartya Sen, qui a précédé Martine dans les travaux qu'il a conduits avec M. Stiglitz et M. Fitoussi sur la question des mesures du bien-être au-delà du PIB. Amartya Sen a dit « La pauvreté, ce n'est pas seulement l'absence d'argent, c'est l'incapacité de s'épanouir pleinement comme être humain. Permettre à toutes les personnes autour du monde de s'épanouir pleinement, c'est notre responsabilité. Continuons à faire de l'éradication de la pauvreté dans tous les pays une priorité dans l'action publique. Vous pourrez compter sur le soutien de l'OCDE pour vous aider à réaliser le programme d'action 2030 des Nations Unies et mettre fin à la pauvreté telle que nous la connaissons aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Bon, nous savons que vous ne pouvez pas rester, malheureusement. Nous vous remercions d'avoir partagé cette séance d'ouverture avec nous. Oui, il y a une réunion du comité de la politique économique de l'OCDE en cours aujourd'hui, présidée par M. Kevin Hassed, qui est le président des conseillers économiques à la Maison-Blanche des États-Unis, et je dois vous laisser pour aller les rejoindre. Nous essayons, dans ce comité de politique économique, de voir comment nous pouvons améliorer le monde pour que votre travail de recherche soit facilité. Merci. Bon, nous avons bien fait d'attendre le secrétaire général. Nous pouvons maintenant passer au reste de notre ordre du jour et c'est un grand plaisir pour moi, après le discours du secrétaire général, de donner la parole à Madame la baronne Ruth Lister pour son discours inaugural. Madame la baronne Lister est professeure de politique sociale à l'université de Loughborough. Beaucoup d'entre vous êtes familiers de ses travaux. Elle a apporté sa contribution à un grand nombre de livres et d'articles sur la pauvreté, la sécurité sociale et la citoyenneté des femmes. Madame la baronne a un diplôme de sociologie dans l'université d'Essex et un diplôme d'études multiraciales de l'université d'Essex. Elle est diplômée émérite de l'université de Sussex, de Glasgow. Elle a été reconnue commandeur de l'ordre impérial britannique en 1989. Elle est membre de l'Académie des sciences britanniques. Elle siège à l'Académie des droits de l'homme, au conseil d'administration du Smithsonian. En 2010, la baronne s'est vue remettre un prix de la reine pour contribution à l'enseignement supérieur dans les politiques sociales. Je pense qu'elle est la mieux placée aujourd'hui pour nous parler de l'art d'ignorer les pauvretés. Et l'intitulé de ce discours, sauf erreur de ma part, est tiré d'un article de John Kenneth Galbraith qui est apparu en 1985 dans le journal de Harper's et qui a été diffusé par Le Monde diplomatique en France en 2005. C'est un grand plaisir pour moi de vous donner la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. C'est un honneur pour moi
de prononcer ce discours inaugural avant de présenter les résultats d'un projet de recherche aussi important que celui-ci. Ce que je fais ici, ce n'est que vous présenter les éclairages découlant des travaux d'ATD Carmonde et la recherche que vous exercez déjà. Alors, je m'inscris bien sûr dans une perspective occidentale et je reconnais que la recherche et le militantisme en matière de pauvreté en Occident ont beaucoup bénéficié des travaux participatifs dans le Sud. Mon appréhension de la pauvreté s'est développée par mes travaux avec le groupe d'action sur la pauvreté des enfants, un groupe militant britannique, ainsi qu'en tant que chercheuse. J'ai écouté les personnes qui nous parlent de leur propre expérience, en quelque sorte un croisement des savoirs au niveau personnel. Ce que mes recherches m'ont appris, c'est l'importance de ce que j'appelle le psychosocial, à savoir l'articulation entre les éléments sociaux et psychologiques, ainsi que le relationnel, ce qui est ancré dans les relations sociales. Ces deux aspects sont nécessaires pour comprendre comment la pauvreté est vécue. Je ne souhaite pas ici sous-estimer l'importance des conditions matérielles. L'insuffisance de ressources qui empêche une pleine participation dans la société, c'est ce qui définit la pauvreté. La précarité économique, l'impuissance qui sont associées avec cette absence de ressources. Mais la privation économique, la précarité et l'impuissance ont des effets psychologiques et la pauvreté se traduit par les relations avec d'autres au niveau interpersonnel et au niveau sociétal, par le biais d'interactions avec des professionnels et les responsables officiels. Le titre qu'on m'a donné, dont je ne connaissais pas l'historique, soulève des questions qui vont droit au cœur de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Je vais parler tout d'abord de ce qui, à mes yeux, représente et incarne l'art d'ignorer les pauvres. C'est la déshumanisation des personnes vivant dans la pauvreté. On les voit comme autres et avec les chiffres et les statistiques, même si ceux-ci sont incontournables, on oublie les individus qui sont derrière. Dans la deuxième partie de mon intervention, je présenterai deux discours qui reconnaissent l'agentivité ou la faculté d'agir et les droits humains des personnes vivant dans la pauvreté, la façon dont on peut changer de regard pour que toute la société voit les personnes vivant dans la pauvreté comme des concitoyens, comme des êtres humains semblables qui souffrent dans leur corps, leur esprit et leur cœur. Si les non-pauvres ne considèrent pas les personnes dans la pauvreté comme des semblables humains, avec les mêmes besoins, les mêmes aspirations, les mêmes rêves, eh bien, cela devient très facile de les ignorer. J'aimerais partager avec vous deux citations du projet Les rôles que nous jouons d'ATD Carmonde. Premièrement, Paul, qui se décrit comme un penseur. Nous devons sortir de crépuscule des statistiques et nous présenter nous-mêmes dans la lumière comme des individus et non pas comme des chiffres. Et puis nous avons Cathy, qui est militante des droits humains, qui dit que stéréotyper toutes les personnes pauvres les déshumanise aux yeux des autres. Comme Ruth Seidel le dit, les statistiques, ce sont des êtres humains dont on a essuyé les larmes. Dans notre préoccupation de catégoriser, de classer, de compter les pauvres, entre guillemets, nous nous aveuglons à la façon dont ils représentent ce que Jacques Rancière décrivait comme une catégorie de personnes qui ne comptent pas.
Et comme Joseph Resinski, le fondateur d'ATD, le constatait, le plus grand malheur est de savoir qu'on ne compte pour rien et que même la souffrance est ignorée. Ça a été exprimé avec force par un participant à une étude britannique qui nous a dit qu'il avait l'impression d'être traité comme un zéro et que cette valeur zéro qu'on lui attribuait était destructrice, qu'il avait l'impression d'être invisible. Alors, être visible ne signifie pas être reconnu. Comme le rapport du groupe de recherche ATD Université d'Oxford le présente dans son croisement des savoirs, une vraie visibilité exige la reconnaissance des personnes vivant dans la pauvreté comme des semblables humains et non pas comme un problème qui doit être réglé. Et j'en viens au deuxième facteur qui contribue à la déshumanisation des personnes dans la pauvreté. Ce processus de les rendre autres. On les rend autres. Les non-pauvres qui sont plus puissants les traitent comme autres, différents et inférieurs. C'est un processus de différenciation et de démarcation double qui crée une frontière entre nous et eux, une frontière qui va établir, maintenir et justifier l'écart social. C'est très étroitement associé et renforcé par les processus sociaux que sont la création de stéréotypes et la stigmatisation. Cette frontière, elle n'est pas neutre. Elle est infusée de jugements de valeur négative qui diminuent et construisent les pauvres, entre guillemets, comme une source de contamination morale, comme une menace, comme une charge économique, comme un objet de pitié, voire même comme une espèce exotique. Et ici, j'aimerais souligner que lorsque je parle des pauvres, j'utilise des guillemets ironiques, puisque mettre dans la même catégorie les personnes, les individus différents, contribue à ce processus de déshumanisation et de rendre autres. Lorsqu'on rend autres les personnes qui vivent dans la pauvreté, on leur refuse leur humanité, leur subjectivité complexe. Et pour aller plus loin, on leur nie toute forme d'humanité. Rendre autres façonne la réflexion des personnes non pauvres, leur discours et leur action envers les pauvres, tant à un niveau interpersonnel qu'à un niveau institutionnel. C'est reflété dans la façon dont on utilise les mots. Les pauvres, ce qui leur refuse ce qu'on appelle la faculté d'agir sur sa propre représentation. Mark Peel, qui a signé une étude australienne, a réfléchi à la façon dont beaucoup de nos citoyens respectables parlent des personnes vivant dans la pauvreté, en laissant entendre que les personnes pauvres ne sont pas vraiment membres de la même humanité. Et que pour traiter les personnes pauvres si violemment, il faut qu'on considère qu'ils sont très différents de nous d'une façon fondamentale. Les représentations médiatiques aussi contribuent à cette déshumanisation. Traditionnellement, la pauvreté a été marginalisée dans les principaux médias, considérés comme déprimants et pas méritants de l'actualité, où cela a été réduit à des statistiques ou à des portraits qui inspirent la pitié, ce qui renforce la distance sociale en rendant autre et en appelant à la compassion. Plus récemment, au Royaume-Uni, et je crois dans d'autres pays, la pauvreté est devenue un divertissement. Vous avez des pauvres et surtout des femmes, qui sont traitées comme des objets de mépris pour amuser les spectateurs. Ce type de dénigrement est ensuite amplifié par les réseaux sociaux. Même si les réseaux sociaux permettent aussi aux personnes qui vivent dans la pauvreté de refuser ce type de représentation. Alors, lorsque les pauvres ne sont pas ignorés, ils sont considérés avec pitié, indifférence ou, pire, avec peur, mépris, dégoût ou hostilité. Par conséquent, les personnes qui vivent dans la pauvreté se sentent souvent honteuses et humiliées. Robert Walker et d'autres collègues identifient ce qu'ils appellent
un lien entre la pauvreté et la honte qui cause une douleur sociale et psychologique. C'est particulièrement difficile pour les enfants et les jeunes dont l'identité est en plein développement. Et très souvent, ce sont les femmes, les mères qui portent le fardeau et la culpabilité de protéger leurs enfants de cette honte de la pauvreté, puisqu'elles sont les premiers tampons de la pauvreté dans les foyers. Il ne faut pas non plus sous-estimer l'impact de cette douleur sociale et psychologique causée par ce sentiment d'être autre. Les personnes se sentent inadaptées et sans dignité. Un essai théologique sur la dignité et la pauvreté humaine observe qu'être aveugle à autrui érode son sens de dignité et de respect de soi. Ces mots, dignité et respect, ils appellent un besoin humain très basique pour la reconnaissance de son humanité. Le sociologue Richard Sennett indique que nier la reconnaissance et le respect signifie que c'est peut-être moins agressif qu'une insulte, mais ça peut être aussi blessant. La personne n'est pas vue, elle n'est pas considérée comme un être humain à part entière dont la présence compte, ou comme Millicent Sims, une jeune femme au chômage, l'a dit à une audition britannique sur la pauvreté nationale. Moi, je suis très en colère parfois que les gens ignorent que nous aussi, nous sommes des êtres humains et qu'on a besoin d'être respectés. Elle nous rappelle que l'art d'ignorer les pauvres, c'est un art qui s'inscrit dans l'ignorance de l'humanité, des semblables humains qui constituent cette catégorie des pauvres. L'internalisation de la honte et de l'humiliation peut avoir un poids très lourd sur l'esprit. Mais la colère qu'exprime cette jeune femme peut aussi être un moteur de lutte et de résistance qu'on identifie comme la principale expérience de la pauvreté dans ce travail de recherche. Et j'en viens ici aux contre-discours qui, je pense, peuvent aller à l'encontre de l'art d'ignorer les pauvres en reconnaissant l'humanité que nous partageons. Alors, les contre-discours sont les discours de faculté d'agir et de droits humains. Ils sont incarnés par le projet Les rôles que nous jouons d'ATD. Dans ce projet, Cathy, qui se définit comme militante des droits humains, indique « Cela me montre que je ne suis plus invisible. Je suis reconnue comme un être humain avec des pensées, des sentiments et des rêves. Je me sens respectée. Cela m'aide à mieux me définir et me sentir précieuse dans le rôle que je dois jouer dans la société. » Le sous-titre du rapport ATD, Reconnaître la contribution des personnes vivant dans la pauvreté, souligne leur faculté d'agir, la maîtrise de leur vie. En d'autres termes, les personnes en pauvreté sont, comme tous les autres êtres humains, des acteurs créatifs, capables de choisir et d'apporter une contribution dans leur vie ou dans la vie des autres. Par exemple, il peut s'agir simplement de s'en sortir jour après jour, cette lutte de la survie qui est si bien décrite dans le rapport sur les dimensions cachées. Lutter et résister sont intimement liés aux efforts de survie des individus. Cette lutte prend plusieurs formes, dont beaucoup sont invisibles pour le reste de la société. Il faut être inventif pour satisfaire ces besoins principaux de façon innovante. Par exemple, par les tentatives de sortir de la pauvreté ou par la résistance à ce processus qui vise à déshumaniser ou à écarter, qu'on lance des actions collectives pour améliorer les conditions de vie dans les populations locales. Une évaluation du projet Les rôles que nous jouons a décrit les réactions à cette exposition photo. Une réaction de plusieurs étudiants, c'était que cette exposition humanisait ce qui, par le passé, n'était que des chiffres abstraits ou des concepts. Une des personnes a dit qu'elle essayait de considérer la pauvreté de la perspective des personnes qui la vivent. Ces personnes travaillent, elles contribuent à la société. En d'autres termes, ce projet qui souligne la faculté d'agir des personnes qui vivent dans la pauvreté a permis aux étudiantes et aux étudiants de les considérer comme des semblables humains avec une vraie contribution à apporter. Mais cette faculté
d'agir, cette agentivité, on ne peut pas la distinguer de la structure sociale, économique et politique. Pour les personnes dans la pauvreté, cette capacité de maîtrise de leur vie est contrainte par des structures d'oppression dans lesquelles les puissants peuvent exercer leur propre contrôle. La recherche a aussi montré que l'impact de stigmatisation peut aussi entraîner une baisse de l'estime de soi, ce qui va rendre difficile cette faculté d'agir au niveau individuel. En outre, il a été suggéré que la reconnaissance de la faculté d'agir d'un autre est une marque de respect. Reconnaître et respecter la dignité humaine sont au cœur d'une approche fondée sur les droits humains de la pauvreté. Et c'est essentiel pour résister à cette déshumanisation des personnes dans la pauvreté. Le rapporteur des Nations Unies sur la pauvreté extrême et les droits humains a souligné l'articulation avec l'agentivité. Ce qui est plus important, c'est le langage des droits qui reconnaît et insiste sur la dignité et la capacité d'agir de tous les individus, quelle que soit leur ethnie, leur genre, leur statut social, leur âge, leur handicap ou toute autre caractéristique. Et c'est intentionnellement voulu pour leur donner du pouvoir. Cette dépossession du pouvoir d'agir est identifiée comme une expérience clé de la pauvreté. C'est une des conclusions du rapport. Les militants de la pauvreté aux États-Unis revendiquent le pouvoir, pas la pitié. Au niveau individuel, cette approche des droits humains peut être porteuse de transformation. Une évaluation non publiée d'un projet pauvreté et droits humains par l'Institut britannique des droits humains a observé qu'une forme d'alchimie a pris place. Les vies des individus et leur vision d'eux-mêmes ont été profondément transformées. Cela démontre que ce qui est au cœur d'une approche fondée sur les droits de l'homme est essentiel. Les personnes commencent à se considérer pour la première fois comme des êtres humains qui ont une valeur, simplement parce qu'ils sont humains et qu'ils ont le droit d'être traités avec dignité et respect. Alors, je vous ai dit que l'art d'ignorer les pauvres est une forme d'ignorance qui s'ancre dans la déshumanisation et le fait de rendre autres ces pauvres en les réduisant à des statistiques abstraites ou à des objets qui méritent la pitié. Le croisement des savoirs qui nous intéresse aujourd'hui permet de combattre cette ignorance et de contribuer à des discours autres sur la maîtrise de son destin, sur les droits humains pour lesquels les personnes dans la pauvreté deviennent des semblables humains. L'art aussi peut jouer un rôle. Le projet d'ATD, les rôles que nous jouons, est un travail artistique qui a vu une pleine participation des participantes et des participants. J'aimerais terminer avec un poème d'un projet ATD qui porte cet appel à être vu comme un être humain. Dire au peuple, tous les êtres humains, que j'ai le pouvoir, je montre mon pouvoir. Si vous étouffez ma voix, si vous me niez mon choix, je vous montrerai ma puissance. Je ne viendrai pas armé, je ne viendrai pas dans la peur, je viendrai accompagner d'autres personnes, mes sœurs et mes frères, une voix que vous serez obligés d'entendre. Je parle au peuple armé de savoir. J'ai mes propres connaissances. Si vous ignorez mes mots, si vous niez ce que vous avez entendu, mes connaissances, vous serez perdus. Je ne viendrai pas dans la colère, je ne viendrai pas dans la douleur. Je viendrai en tant que moi-même, pleine de dignité. Et votre déni vous fera honte. Je ne viendrai pas en tant que prisonnier, je ne viendrai pas brisé, je viendrai dans la fierté, je serai à vos côtés, parce que je suis un être humain et aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, baronesse Lister, pour ce discours. Je pense que dans votre discours, vous avez soulevé les questions essentielles
Et je suis sûre que nous allons revenir sur ces questions pendant la journée. Alors, de là où je suis, je voudrais vous donner l'historique des débuts de ce projet. À l'origine, en quelque sorte, il ne s'agissait pas forcément d'identifier les dimensions cachées de la pauvreté uniquement, il s'agissait également de les mesurer. J'ai été interpellée par ce que vous avez dit concernant la possibilité de mal interpréter les statistiques. Certains estiment que nous pouvons compter les personnes qui vivent dans la pauvreté, mais en fait, ce n'est pas vraiment possible de se faire. Mais si vous tentez cette tâche, vous transformez ces personnes en chiffres et vous les stigmatisez. Je pense que ce que vous dites est juste, mais d'un autre côté, nous sommes très conscients du fait que si nous ne mesurons pas un phénomène, il est possible de l'ignorer complètement. Et ceci peut également constituer un problème parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas conscient de l'étendue de ce problème et vous ne savez pas comment l'aborder. Et donc, nous sommes confrontés à un énigme. Est-ce qu'il faut mesurer? Est-ce qu'il faut s'abstenir de mesurer? Est-ce que nous devrions parler uniquement des expériences en proposant des informations qualitatives concernant le vécu de ces personnes dans la pauvreté, tels que les exemples que vous venez de mentionner, la déposition du pouvoir d'agir, la déshumanisation, la stigmatisation, ces effets que vous avez évoqués, le fait de rendre autres ces personnes, de faire en sorte que ces personnes ressentent la honte. Est-ce que nous devrions étudier la capacité des personnes vivant dans la pauvreté de faire preuve d'agentivité, de se faire entendre par nos institutions? Parce que si nous commençons du point de vue que le fait de faire des études statistiques crée des problèmes, eh bien, je pense qu'il va falloir en parler parce que certains d'entre nous ici sommes des statisticiens, des économistes, et nous avons l'impression que en traitant ces phénomènes sous forme de chiffres, nous pouvons aider. Mais bien sûr, il faut faire attention pour savoir comment ces chiffres sont utilisés, comment les statistiques sont interprétées pour éviter le genre de problème que vous avez mentionné. Je pense que tout ceci est tout à fait pertinent au sujet devant vous et devant nous aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut tenir tout cela à l'esprit. Il faut trouver la réponse à ces accusations. Comment continuer à mesurer ces phénomènes? Parce que la mesure nécessite toujours des choix méthodologiques. En opérant ces choix méthodologiques, nous essayons de ne pas laisser pour compte l'humanité de la situation, mais cela implique toujours une approche normative des jugements de valeur. Donc je pense qu'il faut tenir ces choses à l'esprit pendant la journée, notamment cet après-midi lors des sessions parallèles, pour nous assurer de ne pas perdre de vue ce que vous avez mentionné dans votre discours. Merci encore pour ces considérations. Nous allons maintenant voir une courte vidéo qui décrit la méthodologie du projet. Est-ce que nous pourrions peut-être éteindre les lumières et lancer la vidéo pour que tout le monde voit bien? Tout d'abord, nous avons approché les dirigeants locaux et nous nous sommes présentés. Puis des amis d'ATD nous ont aidés à trouver des participants. Nous leur rendons visite à la maison ou sur leur lieu de travail. Nous leur expliquons ce qu'est le projet.
et leur remettons une convention de participation. Le jour suivant, nous venons chercher le formulaire dûment signé. Je voulais de tout cœur participer. Mais je me posais des questions sur les réunions. En tant que mère seule de 4 enfants, si je ne travaille pas pendant les 3 jours de réunion, comment vais-je pouvoir nourrir mes enfants? J'aurai moi peut-être la chance de pouvoir manger pendant ces réunions. Mais quand je rentrerai, comment ferai-je pour donner à manger à mes enfants? J'ai tant appris. En premier, que participer est essentiel. Le projet implique plusieurs groupes de personnes qui ont des perceptions très différentes en ce qui concerne les personnes qui vivent dans la pauvreté. Il y a des universitaires, des praticiens qui travaillent aux côtés des personnes qui vivent dans la pauvreté. Et il y a celles et ceux qui vivent en situation de pauvreté. Le plus intéressant pour moi, c'est que ces derniers parlent des causes et des conditions de leur pauvreté, de manière très différente de ce que j'ai pu voir ou entendre dans d'autres études sur ce sujet. Dans ce projet, ces personnes ont la parole. Les points de vue des universitaires et des personnes qui vivent dans la pauvreté sont très différents. Nous devons affronter les défis tous les jours, mais nous n'avons nulle part ailleurs où aller. Chaque journée est un combat. Je me lève à 4 heures du matin pour acheter des ingrédients pour la soupe. Il y a beaucoup de voleurs ici. Si tu laisses ta marmite de soupe pour aller chercher de l'eau, elle sera volée. J'ai 5 enfants à l'école, mais je n'ai pas d'emploi régulier. Le travail que je fais me permet de nourrir mes enfants, mais l'argent ne suffit pas. Il y a des jours où tu ne gagnes rien. Les travailleurs de la carrière de Boko qui vivent dans la pauvreté. Quand ce projet a démarré, ATD a vu que je pouvais aider le projet à avancer. Je suis reconnaissante de pouvoir rencontrer des personnes avec des points de vue si différents. Pour encourager les participants à être ouverts, nous leur demandons de parler de bonnes et de mauvaises expériences qu'ils ont vécues. Nous apprenons beaucoup sur les différentes problématiques associées à la pauvreté. Après la mort de mon père, ma mère est retournée chez ses parents. Elle a dû commencer une nouvelle vie, ce qui voulait dire trouver un nouveau mari. Cet homme m'a rejetée. J'ai été envoyée chez ma grand-mère. Mais elle subvenait difficilement à ses propres besoins. Nous n'avions pas de quoi manger. Je suis retournée chez ma mère. Et j'y suis restée pendant 3 ans. Puis, elle m'a obligée à me marier. Groupe de pères universitaires. Voici quelques points à prendre en compte. Selon quelles caractéristiques reconnaît-on quelqu'un de pauvre? Quelles sont les causes de la pauvreté? Mes travaux de recherche permettent de dire qu'il y a bien des causes.
Il y a des causes et des conséquences à la pauvreté. Une des causes de la pauvreté est l'absence de participation des personnes concernées dans l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques dans leur communauté. C'est un facteur de pauvreté, car les personnes concernées ne sont pas au courant de ce qui est mis en œuvre dans leur propre communauté et ne peuvent faire face aux changements qui en résultent. Le croisement des savoirs. C'est la fin du premier cycle de recherche pour mesurer les dimensions de la pauvreté dans la région de Dar es Salaam. Ce projet est conduit selon une approche participative qui permet à chaque participant ou participante de donner son point de vue, son opinion sur les différentes thématiques associées à la pauvreté. Éducation ou paix? La paix est plus importante. S'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de place pour l'éducation. Donc, que décidons-nous? Paix, Amani. Le manque de revenus ou les us et les coutumes, qu'est-ce qui est le plus intolérable? Tu te maries, tu as une famille, un fils, quand tes parents meurent, ce sont les hommes qui héritent. Tu es forcé de te remarier. Dans d'autres cultures, les femmes ne peuvent pas hériter de la terre. Qu'est-ce qui est le plus intolérable? Le manque de revenus ou les us et les coutumes? Les us et les coutumes. Chaque groupe va maintenant identifier le facteur principal sans lequel la vie serait intenable. Mesdames et messieurs les universitaires, quel est selon vous le facteur qui, s'il fait défaut, rend la vie impossible? Nous avons conclu que le revenu était l'élément le plus important. Et vous, les praticiens? Selon nous, c'est la perception négative qui rend la vie la plus difficile. Et pour vous, les hommes? La paix. Sans la paix, il ne peut y avoir ni travail ni activité. Et pour vous, les femmes, la paix. Sans paix, aucun travail n'est possible. Avec la paix et la tranquillité, il est possible d'avoir une activité et de cultiver la terre. Tout est possible. Eh bien, après cette vidéo si parlante, je vais donner la parole maintenant à Xavier Godino qui va dire quelques mots sur le raisonnement derrière ce projet et ensuite nous allons entendre les résultats clés. Et directrice des statistiques et des données de l'OCDE, honorables invités, chers amis. Au nom du mouvement international ATD Quart Monde, je voudrais tout d'abord remercier le Centre pour l'égalité et les opportunités de l'OCDE de nous recevoir aujourd'hui dans ce lieu. Je voudrais vous remercier sincèrement, Madame Martine Durand, et les équipes qui vous entourent pour le soutien intellectuel et logistique que vous nous avez apporté dans la préparation de cet événement. Je voudrais aussi remercier tous les membres du Conseil scientifique qui nous ont accompagnés depuis. C'est pour nous un honneur et une chance d'être reçus dans ce lieu. Vous ne traitez pas des problèmes sociaux, car votre approche est globale. Vous cherchez à favoriser la paix,
à lutter contre la pauvreté et les inégalités en favorisant un développement durable avec ses trois composantes, économique, sociale et environnementale. Votre compréhension et votre soutien, chère Martine Durand, expliquent notre présence ici aujourd'hui. Quelles sont les raisons qui nous ont amenés à concevoir et mettre en œuvre cette recherche internationale sur les dimensions de la pauvreté avec des chercheurs de l'Université d'Oxford, le professeur Robert Walker et Rachel Bray? Les objectifs de développement durable adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies en 2015 engagent tous les pays à éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions, y compris l'extrême pauvreté. Mais quelles sont les formes et les dimensions de la pauvreté et qui le décide? Pour répondre à cette question, nous avons voulu associer dans notre recherche internationale les meilleurs experts de la pauvreté. Qui sont-ils? En premier lieu, ceux qui la vivent, car ils ont une connaissance de l'intérieur des effets dévastateurs de la pauvreté et de ce qui les produit. Nous avons donné la priorité à leur savoir, que nous avons croisé avec celui des professionnels engagés à leur côté sur le terrain et avec celui des universitaires qui ont construit, avec les deux groupes précédents, une démarche scientifique rigoureuse. Nous espérons que cette conférence vous montrera tous les bénéfices d'une telle approche. Je laisse maintenant la parole à Robert Walker, professeur émérite de l'Université d'Oxford qui enseigne actuellement en Chine à l'Université nationale de Pékin. Je voudrais commencer en reconnaissant l'intervention très puissante du secrétaire général de l'OCDE ce matin concernant le besoin d'entendre les voix des personnes vivant dans la pauvreté pour identifier les vraies dimensions de ce phénomène, pour identifier les dimensions qui s'appliquent et au nord et au sud de notre planète. Cela nous permettra pour la première fois de mener une conversation sensée, utile sur le plan mondial concernant la nature de la pauvreté et les approches à la mesure et à la réponse à la pauvreté. Mais pour produire les résultats cités par le secrétaire général dans sa présentation, nous avons été amenés à développer, à raffiner, à faire progresser une approche radicale à la recherche. Cette approche a déjà été évoquée et c'était le croisement des savoirs. Nous avons lancé ce processus en 2014 et peu de temps après cela, nous avons établi une équipe internationale de coordination. Le croisement des savoirs exige que nous parlions et nous travaillions avec les personnes vivant dans la pauvreté, avec les praticiens et les universitaires au sein de notre équipe de recherche. Il s'agit là d'une révolution. Nous ne parlons pas simplement aux experts, nous mettons au centre du processus de recherche les personnes même qui sont en situation de pauvreté. Nous avons établi des équipes dans le sud, à Bangladesh, en Bolivie, en Tanzanie, et au nord, en France et au Royaume-Uni, ainsi qu'aux États-Unis. Il a été difficile de trouver des personnes qui pouvaient consacrer leur temps pendant 2 ans et demi, 3 ans, au travail actif sur ces recherches, pour participer à la conception de ce projet, à sa mise en œuvre, à la lecture des rapports sur les recherches et aux analyses sur les résultats finaux. La première tâche de ces équipes au niveau national a été de réfléchir pour savoir à qui il fallait parler, pour aller au-delà des personnes qui sont habituellement concernées par des enquêtes, pour aller au-delà des groupes avec lesquels ces personnes travaillaient au quotidien en tant qu'ONG, pour vraiment atteindre les personnes sur les marges même de nos sociétés, pour parler avec ces personnes, pour les convaincre que nous allions écouter, pour suivre les codes déontologiques de l'Université d'Oxford, pour obtenir leur consentement éclairé et pour procéder
avec toute intégrité. Donc, notre expérience du travail avec les personnes en situation de pauvreté est qu'il faut les préparer pour faire entendre leur voix. Très souvent dans leur vie, ces personnes-là ne sont pas écoutées. Ces personnes n'ont pas l'expérience de parler aux autres et ne pensent pas que qui que ce soit écoutera. Donc, il fallait donner le temps à ces personnes pour leur permettre de réfléchir, d'organiser leurs pensées, de savoir s'exprimer, de savoir écouter. Donc, en premier lieu, nous avons rassemblé ces personnes et nous avons donné la priorité aux personnes qui avaient une expérience directe de la pauvreté. Nous avons travaillé avec ces personnes, pas sous forme de petits groupes de réflexion, mais individuellement pendant 20 heures, pendant 30 heures, parfois pendant un week-end, parfois à répétition pendant les semaines. Nous avons demandé à quoi ressemble la pauvreté, quelles en sont les dimensions, qu'est-ce que cela veut dire pour vous. Nous avons aussi parlé avec les universitaires, avec des praticiens. Nous avons organisé des groupes de pairs. Nous avons passé moins de temps avec ces experts-là et ces praticiens, mais plus de temps que nécessaire pour afficher leur image simplement à l'écran. Pour le moment, j'ai un petit problème technique avec ma présentation. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est familier? Eh bien, très bien. Donc, nous avons parlé avec ces groupes indépendamment, mais ensuite nous les avons rassemblés pour qu'ils s'écoutent, pour remettre en question ce que chaque groupe disait. Pourquoi est-ce que vous dites cela? Comment le justifier? Pour arriver à un consensus sur les dimensions de la pauvreté. Et nous l'avons fait d'abord dans les 6 pays où nous avions nos équipes. Et ensuite, nous avons posé la question suivante. Est-ce qu'il y a des dimensions qui sont partagées entre ces 6 pays? Est-ce qu'il y a des dimensions en commun? Nous avons rassemblé les équipes de recherche en France l'année dernière, encore une fois pour les écouter, pour remettre en question ce que chaque groupe disait, pour voir s'il y avait des dimensions en commun. Alors, pour vous donner immédiatement la réponse, oui, il y a des dimensions en commun. Il y en a 9. Mais avant de rentrer dans le détail, nous voulions aussi dire quelques mots concernant le croisement des savoirs et ce que cela veut dire vraiment. Eh bien, et ce que veut dire le croisement des savoirs et des pratiques pour les personnes qui participent au processus. Eh bien, le croisement des savoirs est un processus qui diffère d'autres procédés dans notre travail, qui est un travail fondé sur la participation. Nous sommes un collectif de praticiens, de personnes en situation de pauvreté, d'universitaires, et nous avons chacun une voix égale. Personne ne prime sur l'autre. Nous avons conçu ce processus de recherche tous ensemble. Plutôt que de faire un recueil d'expériences de vie, nous nous sommes concentrés sur la grande richesse d'expériences et de savoir que nous partagions pour que tout le monde puisse travailler ensemble pour trouver des réponses. Nous avons travaillé en groupe de pairs et nous nous sommes accordés assez de temps pour être sûr que tout le monde avait confiance aux autres, que tout le monde comprenait le processus, que tout le monde se sentait à l'aise, valorisé, peu importe son statut social ou parcours de vie. Nous avons fait le nécessaire pour permettre au groupe, à chaque membre du groupe de travailler ensemble. Nous nous sommes retrouvés en tant que représentants de chaque groupe de pairs. Et dans ce cadre, nous avons croisé nos savoirs et les avons analysés ensemble. Nous avons cherché un consensus qui n'était pas un cumul de savoirs, mais une connaissance collective. La leçon que nous avons apprise était que le croisement des savoirs donnait un espace sûr pour que
chacun s'exprime, se sente libre de parler ou de ne pas parler en tant que militant. Et cela nous réunissait à travers l'expérience vécue de la pauvreté. Nous avons beaucoup de choses à contribuer. L'opportunité présentée par cette occasion d'apprendre nous a donné beaucoup plus de confiance. Cela nous a permis de parler avec de nouvelles personnes, de connaître de nouvelles personnes. Mais nous avons gagné beaucoup en respect et en dignité par rapport au reste de la société. En tant que chercheurs universitaires, nous avons reconnu que les personnes en situation de pauvreté ont une connaissance très large, très profonde, et que nous pouvons apprendre beaucoup de choses de ces personnes. De terrain, et suite à notre analyse commune, nous remettons en question notre façon de penser et d'agir et réinterrogeons nos pratiques. Et donc, le processus, qu'est-ce que nous avons appris? Comme je l'ai indiqué, nous avons identifié un certain nombre de dimensions qui étaient communs aux 6 pays. Je voudrais commencer par le connu, le familier, avant de passer aux dimensions cachées qui sont révélées par cette recherche, selon nous. Ce qui était très important, bien évidemment, c'était un manque d'accès au travail décent, rémunéré de façon équitable, sûre, en sécurité, réglementée, dignifiée. L'argent est important. Le manque de revenus est un problème majeur. Des revenus insuffisants pour subvenir aux besoins essentiels, pour permettre la participation aux sociétés dans lesquelles nous sommes élevés et auxquelles nous appartenons. Les revenus insuffisants qui veulent dire que nous ne sommes jamais sûrs de savoir si nous aurons assez pour demain, jamais en mesure de planifier. Donc, un manque d'argent suffisant, des revenus précaires, représente la deuxième dimension. Troisièmement, les privations matérielles et sociales. C'est quelque chose qui est toujours associé actuellement aux conversations concernant les revenus et l'absence de revenus. Donc ces privations matérielles, le manque de biens et de services, le manque d'eau potable, le manque de logement est une partie intégrale de l'expérience de la pauvreté. Un manque d'accès à l'éducation, aux soins de santé de qualité. Alors, ce sont les 3 premières dimensions. Nous les rassemblons. Ce sont des dimensions connues qui nous sommes familières. Nous n'allons pas en dire plus, mais cela ne veut pas dire que ce ne sont pas des dimensions extrêmement importantes. Ceci dit, nous avons identifié une deuxième série de dimensions qui portent sur les relations. Quand nous parlons de la pauvreté, nous avons tendance à nous concentrer sur les personnes vivant dans la pauvreté, mais dans une grande mesure, ce qui crée la pauvreté pour ces personnes, ce sont les relations que nous avons avec elles. Donc, les maltraitances sociales, les personnes sur lesquelles nous rejetons la blâme, les personnes à qui nous faisons ressentir la honte, le déni de l'humanité de ces personnes, le fait de les traiter en tant qu'animaux. Réfléchissons. Quand nous voyons quelqu'un qui fait la manche dans la rue, qu'est-ce que nous pensons? Qu'est-ce que nous faisons? Où allons-nous? Est-ce que nous regardons cette personne? Donc tout ceci nous remet en question toutes les personnes qui ne vivent pas dans la pauvreté. Oui, aux États-Unis, un militant a dit au sujet
de la maltraitance sociale, que votre identité est définie par ce que vous avez. Si vous n'avez pas grand-chose, vous êtes considéré comme ne pas étant grand-chose. গড়ে রাতের বেলায় ফিরে তখন সমাজের বিভিন্ন মানুষ বিভিন্নভাবে তাকে কথা বলে মন্তব্য করে কিন্তু সেম এই কাজটাই যখন ধনী ফ্যামিলিতে একজন ধনী মেয়ের ক্ষেত্রে হয় তখন এ ধরনের কোনো মন্তব্যই আসে না কোনো কথাই শোনা যায় না People living in Les personnes qui vivent dans la pauvreté au Bangladesh disaient que si une femme travaille mais rentre tard à la maison, les commentaires sont très négatifs. Mais si cette femme appartient à une famille riche, il n'y a aucun problème. Les voisins ne vont rien dire. Les mots que nous entendons sont puissants. Et nous basons nos recherches sur ces mots. Ces mots en soi reflètent de l'expérience. En faisant ce travail, nous avons réfléchi pour savoir comment représenter ces sentiments et ces émotions de façon visuelle. Malheureusement, le PowerPoint ne nous donne pas le respect voulu, mais ici, vous avez un exemple de la deuxième dimension qui porte sur les relations, à savoir la maltraitance institutionnelle. L'image montre des personnes qui portent chacune un chiffre. Les institutions ne répondent pas aux particuliers comme étant des individus, mais plutôt comme des chiffres à traiter. Alors, nous réfléchissons par rapport à cette dimension aux actions et à l'inaction des gouvernements qui ne réagissent pas de façon appropriée aux besoins et aux expériences des personnes qui vivent l'expérience de la pauvreté. Un praticien aux États-Unis a dit, eh bien, si les gouvernements réfléchissent sur la base de ce qui est visible. Si ce n'est pas visible, on ne le traite pas. Donc l'aspect humain associé au service public fait défaut. En Tanzanie. Wameweka ushuru mkubwa kwa bidhaa. Endapo bidhaa unapochukua kupeleka mnadani, unapofikisha mnadani, wanahitaji ulipie ushuru. Na endapo kama haujauza, unaporudisha nyumbani tena, inahitajika ulipie. A man with experience. Un homme en situation de pauvreté en Tanzanie a dit « Les dirigeants du gouvernement local de notre village ont créé beaucoup de taxes qui ont un impact très négatif sur nous. Tout ce que vous apportez au marché pour le vendre est imposé, que vous le vendiez ou non. Le jour des ventes aux enchères locales, si vous amenez votre chèvre, vous serez imposé. Si vous n'arrivez pas à vendre votre chèvre, vous êtes obligé de payer encore une taxe à la sortie du marché. Les personnes en situation de pauvreté contribuent à notre société, mais leur contribution est souvent non reconnue. En général, il s'agit de bons parents, de bons voisins, de bons amis et de bons membres de famille. Mais pour survivre, ces personnes ont besoin de compétences pour gérer les menaces, les contraintes, les défis imposés par la société. Ces personnes répondent au niveau individuel pour gérer leur quotidien, pour survivre au jour le jour. Et ces personnes se rassemblent aussi pour s'entraider, pour résoudre des problèmes qui se présentent dans leur vie. Parfois, ces personnes deviennent politiquement actives
activent et deviennent des militants qui travaillent avec d'autres personnes en situation de pauvreté au sein de la société. Nous avons tendance à supposer que les personnes vivant dans la pauvreté ne sont pas compétentes. Mais en fait, la vie de ces personnes fait preuve d'une grande compétence, ne serait-ce que pour survivre. De pauvreté en France disent « On nous considère des fois comme des moins que rien, mais on a aussi des choses à apporter. On vaut aussi quelque chose. On se sent souvent inutile à la société, mais on peut être utile en apportant notre savoir à d'autres personnes. On a des choses à dire. On est aussi une intelligence. » En Bolivia decía, somos muy habilidosos. A person who was poor in Bolivia said, we don't have resources, but we know how to weave, to sell, to recycle. Eso es invisibilizado. So poverty is at least in Et donc la pauvreté, en partie, est formée par nos propres relations avec l'expérience des personnes qui ne vivent pas selon ces contraintes. Mais nous, en tant que personnes qui ne souffrons pas de pauvreté, nous imposons des contraintes, alors que les personnes en situation de pauvreté connaissent une souffrance dans le corps, dans l'esprit et dans le cœur. La pauvreté raccourcit la vie, mène à la dépression, au désespoir, parfois au suicide. La pauvreté mine la capacité de survivre au jour le jour. Les parents souffrent au nom de leurs enfants. Les enfants souffrent au nom de leurs parents. Et tout le monde souffre ensemble en vivant dans la pauvreté. Et nous imposons cette souffrance. Un praticien de la Tanzanie disait « J'ai demandé à mes élèves à l'école de courir sur un champ de football pour stimuler leur corps. Mais tout d'un coup, j'ai vu 6 ou 7 élèves s'effondrer. Au début, nous avons pensé que ces jeunes étaient malades, mais ensuite nous avons découvert que c'était parce qu'ils avaient faim. Les enfants de familles pauvres s'affaiblissent parce que ces enfants se couchent le soir sans manger, mais ne mangent pas non plus le matin avant de venir à l'école. Les personnes en situation de pauvreté disent « Vivre dans la pauvreté, c'est vivre dans la peur. La peur du lendemain, la peur de ce qu'on va devenir, la peur de perdre ce qu'on a. Le logement, travail, nourriture, papier. Et c'est vite l'enfer. » Sufrimiento en Bolivia. La realidad de la pobreza es amplia y compleja. Las familias pobres sufrimos en diferentes dimensiones para lograr mantener a nuestra familia. Y este sufrimiento es en todas partes del mundo. La pobreza te quita tu humanidad, te daña en lo más profundo de tu ser y no te deja avanzar. Ojalá que todas las autoridades de la sociedad civil pueden escucharnos y así entender la realidad de la pobreza en todas sus dimensiones para que ya no haya más pobreza, porque todos somos responsables. We must never. Il ne faut jamais oublier la souffrance que nous imposons avec l'existence de la pauvreté. Mais en même temps, il faut admettre le combat et la résistance de ceux qui vivent dans la pauvreté. Ces personnes
ne sont pas forcément passives. En fait, pour pouvoir survivre, elles doivent combattre, elles doivent être actives, surmonter des obstacles dans leur vie qui poseraient d'énormes problèmes pour nous. Ils agissent ensemble pour résister, pour faire face aux défis, aux contraintes posées sur eux. Ils sont créatifs dans leurs réponses. Ils se rassemblent dans leur communauté. Ils se rassemblent politiquement en tant que militants, donnant une voix à leurs exigences. Il ne faut pas oublier cette nature militante de la pauvreté, vécue par des individus qui sont créatifs et forts. Ce serait un risque de l'oublier. Une femme vivant dans la pauvreté en Tanzanie a dit « Nous travaillons trop et nous sommes sous-payés. Nous sommes les premiers à nous réveiller, les derniers à nous coucher. » La plupart des femmes qui travaillent dans les carrières se lèvent normalement à 5 heures. Elles doivent se réveiller à 4 heures. À la fin de la journée, elles sont payées 2 000 jusqu'à 5 000 shillings tanzaniens. Cela veut dire 0,85 à 2,1 dollars américains. Au Royaume-Uni, une mère nous a dit que si l'État enlève votre enfant à cause de la pauvreté, ce qui reste est une souffrance immense. L'action est reconnue, mais non pas la souffrance, ni ce que nous faisons pour continuer à surmonter cette situation et travailler ensemble. Voilà les deux faces de la même médaille. Ici, vous voyez des personnes qui résistent, qui aident, s'entraident, le combat, la résistance. Effectivement, le transparent résiste et j'ai du mal. Et je n'arrive pas à faire passer le transparent suivant. Voilà, on avance. Bien. Alors, au cœur de l'expérience de la pauvreté, vous avez cette interaction entre la souffrance et le combat qu'il faut reconnaître. Mais la pauvreté, d'une manière quotidienne, est ressentie comme une absence de contrôle. Quand on est confronté par des options limitées, des choix difficiles, quand les choix sont faits non pas par soi-même mais par d'autres, un processus de dépossession du pouvoir, de limitation se fait. Absence de voix, absence de contrôle sur sa vie. Savoir que demain, je ne sais pas ce qui va se passer et que je ne peux pas faire grand-chose. Et encore une fois, c'est une dimension relationnelle. Le sentiment de dépossession est imposé de l'extérieur, par nous et par les institutions que nous créons. সরাসরি লোকদের কাছ থেকে আসা ধনী লোকেরা সবকিছুই কিনতে পারে তারা তাদের ক্ষমতা ব্যবহার করে গরিব মানুষের যা প্রাপ্য তা সবকিছু তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় সমাজের যত ধরনের সুযোগ সুবিধা আছে সবকিছু তাদের জন্য Les personnes qui vivent dans la pauvreté en Bangladesh disent que les riches peuvent tout acheter. Ils utilisent leur pouvoir pour prendre tout que mérite un pauvre. Ils peuvent avoir accès à tout ce que la société nous offre. Un décideur au Royaume-Uni nous a dit que la pauvreté crée une situation où vous pensez que les coups pourraient venir de n'importe où, à n'importe quel moment, n'importe quelle source, et vous devez être prêt à recevoir ces coups. Donc, nous avons 9 dimensions.
3 que nous connaissions, 6 qui sont nouvelles ou dont on en parle peu. Elles sont communes, ces dimensions, partagées dans les 6 pays du Nord et du Sud dans lesquels nous travaillons. Mais la pauvreté est influencée par ce que nous appelons les modifiants, les modificateurs. Le premier modificateur, c'est la localisation, le lieu où on trouve la pauvreté, que ce soit dans une zone rurale ou une zone urbaine, que ce soit dans le nord ou le sud. La nature de l'infrastructure autour, la pauvreté vécue dans des zones riches est différente de la pauvreté vécue dans un quartier problématique. Deuxième modificateur, à quel moment la pauvreté a lieu, le timing. Pauvreté dans l'enfance paraît être très différente de la pauvreté dans la vieillesse. Pauvreté quand on travaille est différente aussi. Des périodes longues de pauvreté sont différentes par rapport à la courte durée, la pauvreté de courte durée. Mais est-ce que les deux sont mieux que des périodes répétées de pauvreté? C'est une question ouverte, mais est une question importante en ce qui concerne les expériences des personnes vivant dans la pauvreté. Ces dimensions, qui sont communes dans les pays, étaient nuancées par la culture nationale. Les compréhensions collectives, à savoir est-ce que la pauvreté est un phénomène structurel ou le résultat d'échecs individuels. Formés par l'identité aussi. Les personnes dans la pauvreté font face à la discrimination. Souvent, ils souffrent de la discrimination à cause de genre, ethnicité, sexualité, race. Ces discriminations sont souvent exacerbées et donc nous trouvons des multiples identités qui forment la nature de la pauvreté vécue. Dernier modificateur, mais pas le moindre, sont les facteurs environnementaux. Au niveau mondial, nous avons vu l'impact du changement climatique, la détérioration environnementale, la pollution et l'efficacité ou la redistribution des ressources qui viennent des politiques pour s'attaquer à la pollution, mais également au niveau micro, dans un voisinage où vous vivez, accès à l'infrastructure. Là aussi, ceci forme notre expérience quotidienne et influence la façon dont chaque dimension a un impact sur la vie des individus. Et il faut réfléchir aux interactions entre ces dimensions. Les dimensions elles-mêmes sont importantes, mais elles fonctionnent ensemble. Et c'est à travers l'interaction de ces dimensions que la pauvreté est formée et que les contraintes des individus sont créées. Cette recherche a trouvé que toutes les dimensions sont liées les unes avec les autres et on ne peut pas s'attaquer à une dimension sans prendre en compte son impact sur d'autres, parce que ceci peut provoquer des conséquences négatives pour ceux et celles qui vivent dans la pauvreté. Tous les pays qui ont travaillé sur cette recherche ont vu que les dimensions sont liées, mais étant donné le peu de temps, nous en avons partagé une avec vous. Dans un des pays qui a participé, un centre de communauté avait consulté avec les parents pour voir quels projets ils souhaitaient mettre en œuvre en priorité. Certains parents disaient que leurs enfants n'allaient pas à l'école ou étaient en échec scolaire. Les enseignants avaient les mêmes inquiétudes et souhaitaient travailler sur ce sujet avec le centre de communauté et les parents. Donc, le centre de communauté a mis en place un projet pour travailler avec les parents et l'école pour aider les enfants qui étaient en échec pour qu'ils reprennent. Les équipes ont organisé des réunions entre les parents et les enseignants, mais les parents n'ont pas participé.
Ils n'ont pas participé parce que la majorité avait eu des expériences négatives à l'école quand elles étaient jeunes et parce que les familles avaient été stigmatisées dans le voisinage. Les parents craignaient qu'ils seraient considérés responsables si les enfants étaient en échec scolaire. Ils avaient peur de ne pas pouvoir comprendre les enseignants et de ne pas être compris à cause des barrières linguistiques, mais également parce que les parents pensaient que la place n'était pas dans les écoles. Les enseignants ne comprenaient pas pourquoi les parents ne venaient pas et les ont critiqués en pensant qu'ils ne s'occupaient pas de leurs enfants. Dans cet exemple, en voulant s'attaquer à l'échec scolaire et la dimension de privation, le centre de communauté et l'école n'ont pas pris en compte d'autres dimensions comme la souffrance, maltraitance, et peur, etc., et la paralysie des parents. Este ejemplo también nos enseña que al concentrarse sobre una sola dimensión sin tomar en cuenta las otras dimensiones, aumenta el maltrato institucional y la estigmatización de los padres. Y aquellos aparecen aún más como responsables del ausentismo de sus hijos. Los niños no vuelven a la escuela y los padres se sienten aún más incapaces de solucionar el ausentismo de sus hijos. Entonces, las interacciones entre las dimensiones de la pobreza no sont... Et donc les interactions entre les différentes dimensions de la pauvreté ne sont pas qu'une dynamique de cause à effet. C'est une dynamique circulaire. C'est un cycle qui entraîne la souffrance et l'impuissance. Pour mieux comprendre la pauvreté, on ne peut pas isoler l'une des dimensions des autres. Ces dimensions doivent être comprises dans leur interaction avec les autres. Et alors, je pense que vous allez tirer vos propres conclusions, mais je voudrais que mes co-chercheurs partagent leurs idées sur nos conclusions et vous offrir nos recommandations. Alors, tout d'abord, nous aimerions souligner l'importance de la participation et de la mobilisation. Cette expérience montre qu'il est nécessaire d'écouter les personnes qui sont en situation et qui vivent la pauvreté. Nous nous sommes sentis en confiance dans un environnement sûr et en mesure de partager nos connaissances acquises au cours d'une vie de pauvreté et que nous pouvions construire des nouvelles connaissances tous ensemble. Nous avions envie de participer, nous voulons participer, mais on ne veut pas seulement qu'on nous pose des questions ou qu'on soit consulté. On veut participer à l'élaboration des nouvelles politiques, du début à la fin, des politiques qui tiennent compte de nos contributions. Notre participation a été rendue possible dans ce projet et nous pensons que nous pouvons participer à d'autres activités de recherche afin d'éliminer définitivement la pauvreté. Aujourd'hui, c'est l'idée que cette participation nous a permis de découvrir une nouvelle définition de la pauvreté. Une nouvelle définition de la pauvreté basée sur l'expérience des personnes qui la vivent. Nous avons révélé les dimensions cachées de la pauvreté et nous ne voulons plus qu'elles soient cachées. Nous ne voulons plus qu'elles soient cachées, notamment par des indicateurs monétaires. Comme vous l'avez entendu auparavant, les dimensions ne doivent pas être séparées car elles sont interdépendantes. Et pour nous, chercheurs qui avons participé à ce programme, c'est une avancée majeure pour les indicateurs de pauvreté. En guise de conclusion, je dirais que pour pouvoir mettre fin à la pauvreté, il faut travailler ensemble. Ceux avec une expérience directe de la pauvreté, les praticiens et les universitaires. Avec le croisement des savoirs, ATD Quart Monde a mis en place une participation sensée au-delà de la consultation du début jusqu'à la fin. En tant que co-chercheur,
Ils ont conçu les outils de recherche et nous avons utilisé cette méthodologie de croissance des savoirs. La pauvreté est multidimensionnelle, donc il faut des solutions également multidimensionnelles. Il faut utiliser nos résultats. Nous vous invitons à nous rejoindre en tant que partenaire institutionnel pour préparer les indicateurs et des mesures d'une manière participative, utilisant le croisement des savoirs, reflétant cette nouvelle compréhension de la pauvreté. Au nom des autres co-chercheurs, merci. Thank you. Gracias. Merci beaucoup. Je souhaite remercier tous les orateurs, les oratrices, tous celles et ceux qui nous ont parlé des résultats de cette étude, utilisant leurs propres mots et réfléchissant sur le travail qui a été mené à bien sur le terrain. Merci encore une fois et merci Robert d'avoir résumé tout ceci et de nous avoir présenté ceci. Nous avons beaucoup appris. C'était vraiment fascinant. Nous allons en parler en détail dans les séances à venir et dans les panels. Je crois qu'il faut maintenant changer un petit peu l'ordre du jour. Nous faisons la pause café. Nous sommes très en retard. Je vous le dis déjà, nous sommes très en retard. Il va falloir rattraper le retard. Donc, vous n'aurez pas 25 minutes de pause café, ce qui était prévu. Vous n'aurez que 10 minutes pour dégourdir vos jambes et sortir si nécessaire. Mais revenez, s'il vous plaît, parce que nous sommes très en retard à 11h25. Merci beaucoup.